On va pouvoir démarrer. On laisse peut-être 30 secondes pour ceux qui arriveraient à 11h30, mais on va démarrer incessamment sous peu. Bonjour Davina. Bonjour Yannick. Ah, il y a une question de Yannick, on va y répondre ensuite. Est-ce qu'il faut effectivement avoir une ou plusieurs agences? C'est une très bonne question d'un point de vue stratégique, entre mettre tous ses œufs dans le même panier ou pas. Bonjour Axel, bonjour Alain, bonjour Stéphane. Vous êtes hyper nombreux à nous avoir rejoints. Il est 11h30. Je pense que pour être pile à l'heure, on va pouvoir démarrer dès à présent. Merci à tous ceux qui nous ont joints à l'instant. On va tâcher de faire ce webinaire quelque chose de dynamique, interactif, avec plein de questions à vous poser. Et donc aujourd'hui, on est réunis pour parler de SEO, de référencement, et pour parler d'un des volets du référencement qui est la partie technique. Donc, alors j'ai eu quelques demandes dans le chat pour ceux qui viennent d'arriver de parler un peu de technique. On va essayer de la rendre la plus pédagogue possible parce qu'on sait parfois que ça peut être un peu abstrait et complexe à appréhender. Aujourd'hui, donc moi je suis Marine Soroco, je suis directrice associée d'Adimeo et j'ai le bonheur, la joie, le plaisir d'avoir avec moi Adam. Bonjour à tous, donc moi c'est Adam Carton de Viard, je suis le directeur de la practice CMS et Front chez Adimeo et donc je dirige les équipes qui vont travailler sur des sites principalement Drupal, WordPress, HubSpot également et puis toute la partie intégration. Et donc lui, c'est le volet très technique, moi c'est un peu moins technique, mais voilà, on va essayer de vous apporter un double regard croisé sur ces sujets de technique et de SEO. Toute petite page de pub pour commencer sur qui est Adimeo. Notre challenge au quotidien, c'est de vous accompagner pour faire du digital le levier de votre croissance. Pour travailler cet objectif, on vous accompagne à chacune de vos étapes avec des outils, des nouveaux outils, des organisations, des façons de faire, des techniques, des tactiques, des technologies, et on crée avec vos utilisateurs des nouveaux dialogues pour générer de la confiance, de l'engagement, et faire en sorte que vos utilisateurs soient satisfaits dans l'usage qu'ils font de vos plateformes digitales. Et notre challenge au quotidien, c'est de créer des expériences digitales qui soient uniques, remarquables, et surtout, et ça c'est un point sur lequel on va vraiment s'attarder aujourd'hui, performantes. Performantes, aujourd'hui on va s'attaquer au volet donc SEO technique. Et pour mener à bien tous ces objectifs, ces challenges au quotidien, on a aujourd'hui 4 practices. On vous accompagne dans la définition de la trajectoire avec des équipes de conseil et de stratégie. On vous accompagne dans la mise en œuvre visuelle de ce projet-là avec des équipes de design, d'ergonomie, d'UX design. On va mettre en œuvre ces projets-là avec les équipes, notamment celle d'Adam, sur tout ce qui est développement technique. Et on va travailler également sur tous les sujets de marketing. Alors clairement, il y a les sujets de SEO qui viennent en tête, sur la partie créer du contenu efficace, visible, mais il y a tous les sujets d'acquisition, d'automatisation, etc. Voilà un peu les 4 expertises sur lesquelles on travaille. Et je referme la page de pub pour parler des objectifs de ce webinaire. C'est vous donner, en un laps de temps assez réduit, toutes les clés qu'on utilise au quotidien, pour maximiser votre capacité de référencement. Quand on dit maximiser, c'est qu'il y a d'autres éléments qu'il faudra prendre en compte pour vous en termes de référencement. Ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais on va quand même distiller quelques éléments qui vous donneront peut-être envie de venir à un prochain webinaire sur les autres sujets propres au référencement. Parce que la clé de voûte, de base, d'un référencement, c'est technique. Vous avez 3 piliers dans le référencement. De ces 3 piliers, si vous ne remplissez pas les exigences techniques qu'attend Google, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, c'est Google, 98% des recherches sont faites sur Google, même s'il y a Quant peut-être qui commence un peu à faire quelque part de marché, mais c'est un pouillème. En tout cas, dans le monde européen francophone, c'est Google. Comment est-ce que Google est en bonne capacité pour indexer votre site web et le valoriser? Il y a 2 autres piliers sur lesquels on ne va pas s'attarder aujourd'hui. Ce sont les contenus. Je dois être en capacité de produire des contenus qui soient inédits, donc pas des contenus produits par ChatGPT, si vous voyez de quoi je parle, qui visent et qui intéressent votre cible, qui utilisent les bons mots-clés, et également des contenus qui disposent de liens externes importants, ce qu'on appelle des backlinks, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de sites qui vont pointer vers votre site en disant « ce site-là est valable et digne d'intérêt ».
Il y a un petit point que je souhaiterais souligner également, c'est qu'on dit de plus en plus que le 4e pilier, ça serait le SXO, c'est-à-dire le Search Experience Optimization, c'est-à-dire le mélange entre l'optimisation SEO et l'optimisation ergonomique, l'expérience utilisateur. Et on va le voir, c'est vrai que Google prend en compte de plus en plus ces critères-là. On va s'intéresser maintenant au sujet des optimisations on-site, c'est-à-dire tout ce que vous devez mettre en place sur votre site internet pour maximiser la performance technique de votre référencement. Donc, effectivement, merci Marine. Les bases de l'optimisation, vraiment, il faut se concentrer sur ces 3 points. La vitesse, le mobile friendly et le fait de rendre visibles les éléments, de les rendre indexables. Donc, tout simplement, pour tout ce qui est mobile, depuis maintenant début 2021, Google a définitivement enterré toute la partie desktop. Donc, maintenant, ce qui est référencé, ce qui est crawlé, ce qui est analysé par les robots de Google, c'est vraiment les pages mobiles. Et maintenant, c'est vraiment uniquement ça. On estime que vers 2025, on va atteindre presque 3/4 des utilisateurs d'Internet qui seront sur uniquement via leur téléphone mobile. Donc, il ne faut vraiment pas négliger cet aspect-là. Évidemment, après la vitesse, c'est-à-dire les performances brutes de votre site, le temps de réponse du serveur, mais aussi la taille des assets, les images, le JavaScript, le CSS, tout ça. Et voilà, et il faut évidemment que votre site soit indexable. Donc, on verra dans les détails un petit peu après, mais tout ce qui est sitemap, d'avoir une bonne stratégie de lien à l'intérieur du site, tout ça. Un autre élément qui est clé, je vous parlais de SXO, c'est comment est-ce que Google aujourd'hui mesure la performance UX. Ça a été introduit il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans, ce qu'on appelle les Core Web Vitals. Les Core Web Vitals sont 3 caractéristiques mesurées par Google qui vont permettre de qualifier la qualité de l'expérience utilisateur. Et ce que dit très clairement Google, c'est que si vous êtes dans le rouge sur ces indicateurs-là, vous allez avoir une pénalité en termes d'indexation et de référencement. Alors, bien évidemment, Google reste très mystérieux et secret quant à la pondération de ces critères-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un des éléments pour mesurer l'efficacité pour vos utilisateurs. Parce que ça, c'est un point qui est clé et qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que c'est bien fini l'époque pendant laquelle on bourrait de mots-clés les sites pour qu'ils soient réactifs au moteur de recherche. Aujourd'hui, ce que veut Google, c'est que vous produisiez un site qui intéresse vos utilisateurs. Donc, il va utiliser plein de critères pour s'assurer que le site que vous proposez correspond aux besoins des utilisateurs. Et donc là, 3 indicateurs. Le LCP, le Largest Contentful Paint. En gros, ça permet d'observer la vitesse de la page. Ça indique le moment où l'élément le plus important par sa taille apparaît dans le navigateur. Et globalement, Google dit que pour que vous soyez dans le vert, il faut que le LCP se produise dans les 2,5 secondes qui suivent le début de chargement de la page. Vous avez un autre indicateur qui s'appelle le FID, le First Input Delay pour l'interactivité. Et ça, il faut que ça intervienne avant les 100 premières millisecondes. C'est-à-dire, ça mesure le temps qu'il faut à l'utilisateur pour interagir avec votre page. Petit point important quand même, ce FID, il va bientôt disparaître. Parce qu'en fait, ce dont se rend compte Google, c'est que la très grande majorité des sites validaient ce critère. Donc voilà, ils sont en train de réfléchir à mettre en place un autre critère qui pourrait être INP, c'est-à-dire Interaction to Next Pane. C'est une métrique qui vise à mesurer la latence d'interaction globale. C'est-à-dire, en fait, dès lors que vous avez un élément qui est très important, qui est très lourd, très lent à charger, Google va vous pénaliser. Et le dernier sujet, c'est le CLS, le Cumulative Layout Shift. C'est ce qui va mesurer la stabilité visuelle. Ce qu'on entend par stabilité visuelle, c'est tous les éléments de la page qui ne doivent pas se déplacer pendant le chargement de la page. Donc vous voyez, tous ces sujets-là, c'est des sujets extrêmement précis qui viennent mesurer l'UX, et plus vous êtes conforme aux prérequis de Google, plus vous allez avoir un score positif, et plus vous allez pouvoir effectivement être correctement indexé, ranké, positivé par Google. Alors,
perdu entre-temps Adam. Je vais tenter de prendre son relais sur les slides suivants. Il y a quelques sujets basiques et indispensables d'un point de vue technique qu'il faut que vous preniez en compte. Le premier, c'est le HTTPS. Alors, il y a quelques années, on en a beaucoup parlé, puisqu'on a fait beaucoup de migrations de sites HTTP vers HTTPS. C'est aujourd'hui assez commun. Le HTTPS, c'est tout simplement le fait que vous avez un certificat qui est installé sur votre hébergement, qui permet de sécuriser les échanges de données. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de HTTPS, clairement, Google va très fortement vous pénaliser. Le deuxième sujet, c'est le sitemap. Le sitemap, ce n'est pas le plan du site tel que vous pouvez le connaître. C'est tout simplement le fait que si vous tapez la URL, par exemple, adimeo.com/sitemap.xml, vous allez avoir tout un élément un peu jargonneux qui va permettre à Google de venir crawler juste tout ce plan du site de manière exhaustive pour connaître toutes vos pages. Ça, c'est un élément qui est clé et qui est indispensable et qui doit être mis à jour en temps réel. Le troisième élément, c'est la partie responsive. Adam en a parlé, je vais pas revenir dessus. Et le quatrième élément, c'est le fichier robot.txt. Robot.txt, c'est un fichier qui est hébergé un petit peu à côté sur votre espace d'hébergement, et ça va dire à vos sites, au moteur de recherche quelles sont les pages ou les sections du site que vous souhaitez qu'ils ignorent lors de l'indexation. Par exemple, une des erreurs les plus courantes lorsqu'on fait une refonte de site internet, c'est qu'on ne va pas désindexer ce qu'on appelle le site de test, la pré-prod. Ce qui veut dire que parfois, quand vous êtes en cours de refonte de site, parfois ça peut durer longtemps parce que vous avez des centaines et des centaines de pages à réécrire, optimiser, etc., eh bien vous allez avoir deux instances de sites qui vont cohabiter parce que vous avez oublié de désindexer le site de test. Donc ça, ce robot.txt, il doit être assez finement paramétré pour bien sortir les pages que vous ne voulez pas indexer, éviter le duplicate content, on y reviendra un tout petit peu après, et éviter toutes les erreurs d'indexation qui, elles, vont nuire à votre référencement. Est-ce que tu m'entends, Marine? Ah, oui. Oui. Bon, bah, très bien, je suis revenu, excusez-moi. Super, merci Adam. J'ai pris ton relais sur cette slide, j'espère que Patrick ne dit trop de bêtises. Non, pas du tout. Je voulais juste parler un petit peu du budget de crawl. Je ne sais pas si tu l'as dit avant que... Non, j'en ai pas parlé. Voilà. Du coup, le budget de crawl, c'est en fait les moteurs de recherche, enfin les robots qu'ils utilisent pour passer sur les sites et les analyser, les référencer. Ils vont pas pouvoir passer un temps infini sur chaque site. Donc, ils ont ce qu'on appelle un budget de crawl, et donc, dans ce temps donné, ils vont pouvoir analyser un nombre X de liens de pages de votre site. Et c'est pour ça aussi que c'est important d'optimiser son robot TXT. C'est-à-dire que si Google se met à scanner des pages inutiles, on va du coup réduire le nombre de pages et la couverture de votre site dans un passage du robot de Google. Donc c'est important d'optimiser ça, parce que dès que vous aurez des nouveautés, des changements dans votre site, si Google doit passer 10 fois pour analyser l'ensemble de votre site, ça mettra beaucoup de temps à apparaître dans les résultats de recherche ou à se mettre à jour dans les résultats de recherche. Alors que si vous optimisez bien et que votre budget de crawl, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va participer à l'améliorer, c'est déjà qu'il n'y ait pas trop de liens à analyser. Voilà, après ça dépend du contenu, mais aussi les performances et toutes les choses vitales qu'on a déjà évoquées. Donc voilà pour le budget crawl. Avec un petit sujet sur cette histoire de budget crawl, c'est que ça concerne surtout des sites avec une très forte volumétrie de pages. Oui. Clairement, si vous avez un site avec 20 pages, vous n'allez pas vous préoccuper du budget crawl. Il y a un autre sujet qui est clé, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est attention, duplicate content. Ça, c'est un peu le mot que souvent les gens ont parce que c'est un truc qui marque. C'est de dire que dès lors que vous avez un contenu qui est quasi similaire, deux pages qui disent de manière quasi similaire la même chose, Google va vous pénaliser de manière assez forte en désindexant manu militari les pages en question. Et ce qui est vrai, c'est qu'on a connu par le passé des cas de sites hyper connus, hyper bien référencés, etc., qui tout d'un coup sont tombés dans les profondeurs du classement parce qu'ils avaient fait une erreur technique. Ils s'étaient retrouvés, par exemple, avec un catalogue de centaines de milliers de produits, à se faire désindexer parce que, techniquement parlant, par une manipulation technique, ils avaient dupliqué leur page. Et donc Google avait dit « Hey, stop, t'essayes de me faire du bourrage de mou avec plein de pages qui parlent de la même chose, je te pénalise. » Un contenu dupliqué,
en fait, ça peut être de plusieurs sortes. Ça peut être un contenu qui est plagié par un site tiers. Vous avez un concurrent qui va copier-coller votre site de manière de manière intentionnelle. Ça peut être aussi un contenu qui est dupliqué sur plusieurs pages de votre propre site, soit parce que vous n'avez pas fait gaffe d'un point de vue technique, soit parfois parce que vous n'avez pas le choix. L'exemple typique, c'est le cas des marketplaces. Le cas des marketplaces, bien évidemment, vous avez plein de fournisseurs qui tous, peut-être, vont vous proposer la même table en bois. Et ils vont tous utiliser le même descriptif pour vous la proposer. Donc ça fait partie de votre business model. Ou c'est le cas, par exemple, d'un site qui va avoir des déclinaisons par région et qui va proposer des mêmes offres pour tous les sites pour toutes les régions sur lesquelles il est positionné. Là, il n'y a pas le choix. Il faut qu'il présente plusieurs pages avec le même contenu. Et d'un point de vue technique, ça peut arriver aussi parce que parfois vous avez ce qu'on appelle des balises méta, on va y revenir un peu plus tard, qui sont identiques. Parce que vous avez copié-collé, parce que vous n'avez pas fait attention. Parce que aussi, et ça c'est un autre sujet qui est un peu compliqué, vous avez techniquement parlant des paramètres d'URL qui génèrent des pages en double. Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous avez un moteur de recherche. Vous voyez ce que c'est un moteur de recherche avec des facettes, c'est-à-dire sur le côté, vous cochez des cases. Et quand vous cochez des cases, ça va venir filtrer le contenu que vous proposez dans les résultats. Je vous prends un exemple. Vous êtes un moteur de recherche d'un site e-commerce. Vous vendez des robes, et vous vendez des robes qui, étonnamment, sont toutes majoritairement rouges. Vous proposez dans vos filtres de facettes de filtrer par rouge. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous avez géré votre moteur de recherche ou quand vous mettez cocher une facette, ça modifie votre paramètre d'URL, c'est-à-dire que par exemple, ça fait recherche égale rouge, ben vous allez avoir deux URL qui probablement vont proposer exactement le même contenu, tout simplement parce que votre catalogue est fait comme ça. Donc là, vous voyez, c'est la faute à pas de chance. Votre facettage vous donne deux URL avec des résultats identiques. Voilà, ça c'est un sujet qui est clé et vous avez plein de solutions pour y remédier. Alors, la solution qui paraît la plus évidente, c'est produisez du contenu différent. Ou alors, on a un outil génial qui s'appelle ChatGPT qui est arrivé depuis le mois de décembre et qui vous permet de lui dire j'ai une fiche produit, réécris-moi cette fiche produit de manière un peu différente. Ça marche très bien. Mais surtout, utilisez ce qu'on appelle des URL canoniques. Les URL canoniques, c'est un petit paramétrage avec une petite balisage HTML qui va dire j'ai potentiellement 10 URL qui sont différentes mais qui parlent du même contenu. Google, je te dis que c'est cette URL et pas les 9 autres qui est celle que tu dois indexer. Donc ça, voilà, c'est un point important à prendre en compte. Ah, j'ai passé un slide de trop, pardon. Vas-y, à toi, Adam. Oui, alors la pagination. Donc ça, c'est un sujet, la pagination, qui comporte pas mal de risques, notamment par rapport au duplicate content, comme vient de l'expliquer Marine, qui peut aussi fortement impacter ce qu'on expliquait tout à l'heure, le budget de crawl, parce que s'il y a 500 pages dans votre pagination, au bout d'un moment, le robot, il peut un peu se perdre dans les méandres de cette pagination, de cette liste de contenu. Et en plus, c'est souvent des pages qui ont un contenu assez faible en termes de qualité. Il n'y a rien d'un point de vue éditorial. Enfin voilà, c'est vraiment souvent des liens vers d'autres contenus. Et on a aussi souvent le risque d'avoir seulement la première page de toute cette liste qui va être analysée parce que, par exemple, on a mis une canonical que sur la première page et donc toutes les pages suivantes ne seront pas analysées. Ça, c'est un risque, c'est quelque chose qui arrive assez souvent, malheureusement. Et du coup, potentiellement, toutes les pages qui sont listées dans ces pages un peu plus profondes ne seront jamais référencées, crawlées. Il y a un certain nombre de mauvaises pratiques au fil des ans, soit parce que Google a évolué dans sa façon de traiter les choses, ou par des erreurs qui sont mises en place techniquement. Une des premières mauvaises pratiques qu'on voit souvent et qui est encore conseillée sur certains sites, certains articles, c'est le mettre en place une balise no index follow. Donc en gros, c'est dire l'idée, c'est de dire à Google n'indexe pas cette page, mais continue à la crawler et va suivre tous les liens qu'elle contient pour éviter d'indexer des contenus pas intéressants, tout ça. Le problème, c'est que la majorité des robots aujourd'hui, ils traitent ce réglage
comme si c'était un no index, no follow, c'est-à-dire n'indexe pas et ne suit pas, et donc n'atteignent pas les contenus qui sont listés dans la profondeur de ces pages-là. Et ça, c'est très dommage. Donc, une autre mauvaise pratique que j'ai donnée déjà, c'est utiliser la première page en tant que canonical. Donc ça, c'est pas bon. Une pratique qui peut être dangereuse aussi, c'est le fameux infinite crawl. Donc, c'est quand l'utilisateur arrive en bas de la liste, dynamiquement, je lui charge la suite. Ça, le problème, c'est que potentiellement, si c'est fait avec des encres, par exemple, Google, il ne va pas pouvoir les suivre. Il ne va pas les indexer, il ne prend pas en compte les encres, donc ça ne marchera pas. Et une autre erreur qui peut arriver aussi, c'est d'indexer les pages avec des filtres ou des tris. Donc c'est ce qu'expliquait Marine. Les contenus seront les mêmes, a priori, et donc ça risque de générer aussi du duplicate content. En plus d'augmenter fortement aussi le budget de crawl. Donc les solutions, elles sont assez simples. La première, c'est déjà se poser la question, est-ce que vraiment je dois utiliser une pagination? Est-ce que je peux faire autrement? Est-ce que j'ai vraiment beaucoup de contenu? On peut aussi faire le choix de ne pas indexer les pages de liste et de miser sur un maillage interne très fort, donc de créer des liens vers toutes ces pages depuis d'autres pages, et donc que le crawl se fasse par ce biais-là. C'est un choix qui peut être dangereux quand même, hein. Donc voilà. Si c'est possible aussi techniquement, et là c'est surtout en termes de performance, on peut par exemple, si on n'a pas beaucoup de contenu, si on en a 50, 60, 70, on peut par exemple mettre en place une page avec tous les contenus et la signaler en tant que canonical de toutes ces pages. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible que si vous n'avez pas beaucoup de contenu. Mais sinon, s'il faut vraiment mettre en place une pagination, et il faut que Google aille sur ces différentes pages, tout est indiqué sur le schéma qui est devant vous. Il faut que nos liens de la pagination, ils contiennent la contextualisation avec les attributs rel égale prev et rel égale next, donc qui vont dire au robot où est-ce qu'il en est dans la liste, quel est le rapport des pages les unes entre les autres. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Et le deuxième point, c'est de signaler cette pagination via des paramètres d'URL, donc les éléments qui sont après le point d'interrogation. Donc on va avoir point d'interrogation, page égale un numéro. Donc page va être le nom de ce paramètre de requête, et la valeur après le signe égal. Et de faire en sorte que chacune de ces URL soit sa propre canonical. Donc, sur la page adimeo.com/catégorie point d'interrogation page 2 égale 2, pardon, ça va être cette URL-là, ça va être aussi indiqué comme étant la canonical de cette page-là, pour être bien sûr que les robots de Google, quand ils passent, ils sachent qu'il faut qu'ils suivent et qu'ils indexent cette page-là. Un autre sujet qui est très important, c'est la gestion... Pardon? Non. Non. Tout va bien. Non, ce que je veux dire, c'est que l'autre sujet qui est hyper important, c'est, et vous êtes peut-être concerné ou peut-être pas, hein, parce que pour le coup, vous êtes à l'international ou vous n'êtes pas, c'est la gestion de multilinguisme. Ce dont on se rend compte, c'est que la mauvaise gestion de multilinguisme est génératrice d'énormément de pénalités potentiellement. Pour bien gérer le multilinguisme, d'un point de vue technique, il y a 2 sujets. Il y a la balise hreflang et il y a ce que vous faites de vos noms de domaine. La balise hreflang, c'est une technique qui vous permet, quand vous avez des mêmes contenus dans plusieurs langues différentes ou dans plusieurs pays, merci Quentin, c'est très important pour la Suisse, vous avez raison, c'est de dire que vous allez aider Google à comprendre le contexte de localisation de la page, en précisant le pays, en précisant d'abord la langue et ensuite le pays. Concrètement, vous allez pouvoir l'utiliser dans 3 scénarios. Soit vous avez une version complètement différente de votre site qui est traduite dans une ou plusieurs langues, soit vous allez vouloir traduire uniquement certains éléments du template, c'est-à-dire vous allez traduire uniquement le menu, les pieds de page, mais globalement, le contenu principal n'est disponible que dans une seule langue, ou
Certaines de vos pages sont très similaires parce qu'elles vont utiliser des variations de langue régionales. L'exemple classique, c'est l'espagnol d'Espagne en comparaison avec l'espagnol du Mexique, ou Quentin, la version francophone française de la version suisse francophone, par exemple. Ça, cette implémentation de balises, elle est clé parce que ça va permettre au moteur de recherche de positionner une page dans la bonne langue. Et surtout, ça va diminuer votre taux de rebond. C'est-à-dire ce taux de rebond ou ce qu'on appelle le pogo sticking, c'est-à-dire le fait que lorsque vous faites une recherche, tout de suite après, vous arrivez sur le site et tout de suite après, vous retournez sur la page de résultats Google parce que vous avez tout de suite vu que ça ne correspondait pas. Et ça, Google, il va traduire ce comportement comme une conséquence directe d'une insatisfaction utilisateur. Et donc, c'est un signal négatif qui peut impacter le classement de vos pages. Cette balise hreflang, elle vous évite également le contenu. Ce contenu dupliqué, il peut être généré, justement, lorsque je suis dans un contexte de variante régionale, lorsque je propose plusieurs versions en fonction des régions. C'est très vrai, notamment quand je suis sur des sites de catalogue qui proposent un catalogue différent et des prix différents peut-être, selon que je suis en France, en Suisse ou en Belgique. Et là, les variations, c'est la devise, le prix, et rien d'autre. Donc en fait, vous avez un risque de duplicate content qui est évident. Grâce à ce balisage-là, Google détecte que vous proposez plusieurs variantes. Donc là, je vous ai mis à l'écran l'exemple de dire, par exemple, si j'ai un site qui s'adresse aux Français, je fais, c'est un site FR-, un site français pour la France, ou si je m'intéresse au Canada, c'est un site francophone-CA pour le Canada. Ça, il y a plein d'erreurs qui peuvent exister dans l'usage de ces balises-là, comme par exemple, je l'utilise uniquement sur la page d'accueil, ou alors je me trompe. Ça, c'est un truc qui est très vrai, c'est que comme parfois certains sites à l'international ont énormément de pages, je peux avoir des défauts de paramétrage de mon CMS et donc avoir des balises langues complètement erronées. Le deuxième point qui est important à prendre en compte, et là c'est plus une vision stratégique de votre référencement, c'est qu'est-ce que je choisis comme nom de domaine. Ce qui est évident, de base, c'est qu'avoir un nom de domaine principal localisé, c'est-à-dire un adimeo.fr, un adimeo.co.uk ou que sais-je, ça aura pour Google toujours beaucoup plus d'impact que d'avoir les déclinaisons en dossier ou en sous-domaine. En revanche, le problème, c'est qu'il faut vraiment avoir beaucoup d'autorité, ou en tout cas avoir une capacité rédactionnelle, d'alimentation, de performance extrêmement importante pour pouvoir maintenir 10 sites de localisation différentes. Donc, on a les versions un peu intermédiaires où je vais choisir un répertoire, donc le /fr, où je vais choisir un sous-domaine fr.ad. Le sous-domaine, ce qu'il faut faire attention, c'est que Google interprète souvent les sous-domaines comme des sites différents, auquel cas, un site différent, diluer les signaux d'autorité plutôt que d'avoir un seul site. Et enfin, le dernier sujet, c'est que sur on disait, il faut aussi cibler, il faut faire une manipulation sur Google Search Console. C'est plus le cas depuis août 2022, donc c'est plus nécessaire. Je vous propose maintenant de passer sur les signaux qu'on appelle on-page, c'est-à-dire page par page. Et là, Adam, tu as pas mal de choses à nous dire sur les données structurées. Oui, les données structurées, qui est un sujet qu'on a tendance à un petit peu sous-estimer, alors qu'en réalité, ça peut vraiment avoir énormément d'impact. Donc là, je vous ai mis quelques exemples, d'ailleurs, qui sont donnés par Google, qui parlent de certains sites qui ont mis en place des données structurées. Par exemple, le premier, Rotten Tomatoes, il a ajouté des données structurées à environ 100 000 pages uniques, et suite à ça, il a enregistré un taux de clic 25% supérieur sur ces pages-là par rapport aux autres. Le second exemple qui est donné, c'est un site qui s'appelle Food Network, qui a converti 80% de ses pages pour y inclure ses fonctionnalités de données structurées, et qui a enregistré une augmentation de 35% du nombre de ses visites. Et le dernier exemple, c'est Nestlé, qui a mesuré que les pages qui s'affichent comme résultats enrichis dans la recherche de Google enregistrent un taux de clic 82% supérieur à celles qui s'affichent sans. Voilà un exemple, trois exemples vraiment marquants de cet impact. Donc, qu'est-ce que c'est les données structurées ? Les données structurées, c'est une façon de dire
à Google ou aux autres moteurs de recherche que les données qu'il est en train, enfin le contenu qu'il est en train d'analyser, de référencer, il correspond à un certain type de choses. De comprendre le contexte aussi et les relations entre les différents éléments d'une page. Ça permet vraiment au moteur de recherche donc de mieux comprendre ce qu'il est en train de référencer et suite à ça, il permet aussi de les afficher différemment dans les résultats de recherche. Je pense que vous avez déjà tous fait une recherche de type, recette de, quelque chose. Par exemple, là, c'est un exemple, avec une tarte à la pomme. Parfois, sur certains types de recherches, on va avoir des résultats qui vont s'afficher différemment. On appelle ça des résultats enrichis ou des extraits enrichis, ou encore en anglais, le mot rich snippet qu'on lit et qu'on entend très souvent. Ça peut être des résultats de recherche locale, ça peut être des résultats de recherche d'images particuliers, des recherches de produits aussi. Pour les produits, on le voit très clairement, voilà. Et ces résultats enrichis, ils ont l'avantage d'apparaître très haut dans les résultats de recherche. Et en plus, ils apparaissent d'une façon qui donne beaucoup d'informations. Par exemple, là, si je regarde l'exemple que vous avez sous les yeux, on voit combien de temps il faut pour préparer la recette, on voit le nombre de calories, on voit la note qu'a eu cette recette, on voit le nombre de notes qui ont été données, et éventuellement une image, une vidéo, etc. Donc quelque part, les données structurées, au-delà d'aider le moteur de recherche à comprendre votre contenu, il améliore aussi l'expérience utilisateur des utilisateurs, enfin des personnes qui vont rechercher votre contenu. Et du coup, ça encourage aussi Google à augmenter le classement de votre site dans les résultats de recherche. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les extraits, les données structurées, ça peut se renseigner de plusieurs façons. En général, les CMS, par le biais de plugins, modules ou nativement, vont vous permettre de les renseigner. En gros, c'est un ensemble de métadonnées qui vont préciser différentes caractéristiques. Enfin voilà, il y a énormément de données structurées différentes. On va avoir des événements. On peut définir des avis, des sites, on peut faire des données structurées pour votre logo, on peut faire pour la recherche, et, votre recherche interne au site. Enfin voilà, il y a énormément de différents types de données structurées. Et c'est vraiment un travail qui demande un investissement potentiellement, mais qui permet vraiment beaucoup de choses positives, comme je viens de le dire. Et d'ailleurs, par rapport à ce que j'ai dit, on peut aussi lister que ça augmente la chance d'être optimisé pour la recherche vocale, type Alexa et autres, et d'être mieux partagé sur les réseaux sociaux également. Parce que les données structurées ne sont pas que utilisées par les moteurs de recherche, mais voilà, c'est une convention qui est un peu sur une base d'open source et qui est partagée par tous les géants du web, qui se mettent d'accord sur les formats de ces données structurées. Il y a beaucoup de questions sur ces sujets-là. Je vous propose, on avance, mais on reprend ces questions tout à la fin pour y répondre de manière plus précise, parce que le temps se raccourcit. Il y a un autre point qui revient très, très, très souvent, c'est l'optimisation des URL. Alors, c'est un facteur pas si important que ça. En gros, ce que dit Google, c'est que l'URL et le fait qu'elle soit intelligible a un classement relativement faible. Et surtout, c'est pas le fait que dans votre URL, vous mettez le mot-clé que vous ciblez, que ça va dire à Google, ma page est pertinente. Cependant, avoir une URL bien écrite, c'est un prérequis nécessaire pour rendre l'URL exploitable et surtout, pour votre utilisateur, c'est pas ce qu'il va voir forcément en premier. C'est surtout les méta, le titre, etc. Et évidemment, les rich snippets dont parlait Adam. Donc, notre conseil, c'est soyez vigilants sur ces URL, mais ne perdez pas non plus trop de temps dessus. Il y a quelques bonnes pratiques. Évidemment, c'est
se dire que vous allez réécrire votre URL, donc plutôt que d'avoir ce qu'on voyait beaucoup par le passé, mais ce qui existe beaucoup moins, hein, un jargon inintelligible avec une succession de sigles. Il y a une question qui revient souvent, c'est dans mon URL, est-ce que je mets en place mon chemin d'arborescence? Donc là, dans l'exemple que je donne, c'est si par exemple j'ai écrit un article sur optimiser son arborescence et qu'il est dans la grande catégorie SEO, est-ce que je fais figurer dans cette URL le mot SEO ou pas? Ça, souvent. Et globalement, on peut dire deux choses. Ça donne une forme de hiérarchie auprès de Google, ça c'est très vrai, et Google le dit lui-même, c'est-à-dire que, en gros, Google va prioriser les URL qui sont relativement courtes, c'est-à-dire qui sont ça serait adimeo.com/SEO, et il va moins prioriser celles qui sont en longue traîne. Donc ça veut dire que mécaniquement, on peut se dire, bah, ça a plutôt intérêt à faire des URL courtes. En revanche, ce que j'ai constaté, parce que c'est très difficile souvent d'avoir des informations assez explicites et claires, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des façons très différentes de le gérer. Par exemple, ManoMano, qui est un des grands leaders et qui a fait un travail de référencement incroyable, ne gère pas les catégories. Il met les URL directs, c'est-à-dire adimeo.com/optimiser son arborescence. L'avantage de ça, c'est que si vous réorganisez votre arborescence, vous n'avez pas besoin de faire ce qu'on appelle des redirections 301, ce qui peut être un peu compliqué à gérer. En revanche, vous avez un autre site qui s'appelle Leroy Merlin, qui est un concurrent direct, qui lui fait des catégories. Donc voilà, il n'y a pas de règle clé, je pense, sur ce sujet-là. Et puis, bien évidemment, bah, n'utilisez pas des tirets du bas, mais utilisez des tirets du milieu. Et surtout, utilisez des URL canoniques, c'est-à-dire uniques. Voilà pour le sujet des URL. Alors, les images. Donc les images, on a tendance un peu à l'oublier, mais c'est un contenu qui est intéressant à indexer. C'est du vrai contenu, surtout s'il est original. Mais c'est aussi un risque pour les performances et donc aussi techniquement pour le référencement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter tout ça et pour améliorer et optimiser le référencement de son site et particulièrement de ses images? Le premier point, pour éviter les risques en termes de performance, c'est d'utiliser des formats ce que j'appelle modernes, comme le WebP et la VIF, afin d'optimiser ce qu'on appelle le LCP, c'est-à-dire le Largest Contentful Paint, c'est-à-dire le temps qu'il faut au navigateur pour afficher l'élément le plus lourd d'une page, pour l'afficher aux visiteurs. Donc plus nos images sont petites en termes de poids, mieux c'est. Donc pour ça, effectivement, il y a les formats WebP à vif. Il y a aussi le fait d'utiliser des images qui soient adaptées en termes de dimension à la taille d'affichage. Donc voilà, pour cet élément de performance. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de faire attention au nom du fichier image, de faire attention à l'attribut alt qui est porteur de sens. Et si on en met une, et d'ailleurs c'est conseillé par Google, de faire aussi attention à la légende qu'on va afficher en dessous de nos images, enfin, ou sur nos images ou à côté. Les données structurées, on peut aussi s'en servir pour qualifier des images et ça peut permettre d'apparaître dans les résultats enrichis de Google Images, ce qui est particulièrement intéressant pour l'e-commerce. Un autre point qui est important pour Google, c'est que les images soient proches du contenu qu'elles illustrent. Google, il s'intéresse vraiment au contenu, à la cohérence du contenu, à la structure du contenu. Donc, si vous mettez des images qui n'ont rien à voir ou qui sont très loin de ce qu'elles illustrent, ça ne sera pas très intéressant. Voilà, et comme je le disais, comme le contenu texte, utilisez des images originales. Si vous intégrez vos images dans le sitemap, vous pourrez aussi réduire le budget de crawl. Il y aura moins d'efforts à faire pour le robot pour trouver ces fameuses images. Le point suivant, c'est le fil d'Ariane. Donc le fil d'Ariane, je pense que vous savez tout ce que c'est. C'est les liens qui sont situés généralement en haut à gauche d'une page et qui vont situer la page dans laquelle vous êtes par rapport à la page d'accueil, donner le chemin entre la page courante et l'accueil. Il y a quelques règles à respecter. Il faut que le dernier élément de ce fil d'Ariane soit le titre de la page courante et il ne doit pas être cliquable. Il faut qu'il soit présent en mobile aussi, puisque comme on vous le disait, plutôt Google maintenant ne crawl que les pages mobiles. Par convention, on le met toujours en haut à gauche, en haut de page à gauche.
au-dessus, en dessous du titre. Enfin bon, voilà, après, ça dépend un petit peu on va dire, du design de votre site. Et il faut savoir aussi que le fil d'Ariane, il peut être soit basé sur l'arborescence, mais aussi sur des attributs, notamment dans le e-commerce. Voilà pour le fil d'Ariane. Alors, je vois que l'heure file, donc on va accélérer un petit peu, mais je vais quand même vous donner quelques éléments sur la hiérarchie du balisage. C'est quoi la hiérarchie du balisage? C'est les titres et ce qu'on appelle les intertitres, les H1, H2, H3, si ça vous parle. C'est ce qui permet pour Google de structurer et hiérarchiser la page, ce qui veut dire que les mots-clés qui sont contenus dans les titres et dans les sous-titres sont considérés et valorisés par Google de manière plus importante. Là, par exemple, vous voyez, le titre qui apparaît là dans l'onglet, c'est la balise title, qui n'est pas forcément le titre de votre page. Et idéalement, cette balise, elle doit être unique, cibler le mot-clé principal, et ce mot-clé, il doit aussi pouvoir se retrouver dans le corps de la page. Donc, vous voyez, je vais avoir des titres H2 dans le corps de page et des titres H3 également qui vont suivre. Ce qui est hyper important, c'est de se dire qu'il faut que je sois logique dans l'ordonnancement de ces balises. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir une balise H2, puis ensuite une balise H4. Je ne peux pas avoir une balise H2, une balise H3, une balise H2. Il faut que je sois logique, c'est-à-dire potentiellement, logiquement, j'ai plus de balises H3 en dessous d'une balise H2. Et puis, ne travaillez pas non plus la suroptimisation. Faites pas du bourrage de mots-clés, ça sert à rien dans les balises H2, dans les balises H3, de nécessairement reprendre le mot-clé de votre page. Travaillez plutôt le champ sémantique. Donc voilà quelques infos importantes sur le balisage. Je vous propose d'avancer ensuite sur quelques points importants sur l'optimisation du CMS. Adam, je crois qu'il faut qu'on accélère un chouille. Oui, alors, rapidement, historiquement, c'est un module, enfin un plugin qui existe depuis très longtemps, Yoast SEO, qui permet d'analyser votre contenu, de vous suggérer des choses, d'analyser par rapport aux mots-clés que vous visez, etc. Et voilà, c'est une référence, il est présent sur il est très connu par rapport à WordPress, mais il est aussi présent sur Drupal et depuis pas si longtemps sur Shopify. Voilà, et il existe d'autres modules, Marine, si tu peux passer sur la slide suivante. Il existe d'autres modules, évidemment, pour notamment WordPress et Drupal. Donc, rapidement, pour WordPress, on a quelques challengers de Yoast. On a SEO Press, qui est français et qui est vraiment aimé par les développeurs et les agences en général. On a Rank Math, qui est un autre challenger qui est plus complexe à paramétrer, mais qui a l'intérêt de proposer en payant une IA pour l'aide à la rédaction de contenu orienté SEO. Ça, c'est intéressant. Et puis après, il y a plein de petits modules pour vérifier les liens cassés, etc., mettre en place des redirections automatiquement. Et côté Drupal, c'est un petit peu la même chose, sauf que on va dire que Yoast SEO fait moins de choses que sur WordPress, donc on a des modules propres à Drupal qui sont là en complément, comme MetaTag pour tout ce qui est données structurées et métadonnées, Passauto qui va permettre de construire des URL avec des patterns configurables, voilà, les mêmes choses de redirection, les sitemaps XML, etc., etc. Je rebondis sur la question que vous posez, Mathilde, dans le chat sur Webflow. C'est intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire que les éditeurs SaaS qui proposent des solutions simplifiées intègrent de plus en plus nativement beaucoup d'optimisation SEO, parce qu'ils se rendent bien compte que pour des utilisateurs néophytes ou pas aguerris, c'est un vrai enjeu important pour eux, alors que sur des outils plus type Drupal ou WordPress, parfois l'accessibilité ou la compréhension de ce qui est proposé est plus ardue. Je voulais vous illustrer également, un peu de la même manière que ce que fait Webflow, ce que propose une solution comme HubSpot, qui est assez forte, je trouve, en tout cas, qui est vraiment très user-friendly dans l'optimisation du SEO. Vous avez sur HubSpot, par exemple, directement intégré dans la rédaction de contenu, de manière, je trouve, plus intelligible que le plugin Yoast, beaucoup de recommandations sur est-ce que vous avez bien mis la balise alt sur votre image, est-ce que vous avez bien mis le mot-clé, etc. Vous avez aussi, et ça c'est quelque chose que fait HubSpot qui est extrêmement fort, un vrai travail d'analyse, de recommandation pour vos cocons sémantiques. Et là aussi, c'est un CMS qui va apporter un énorme plus si vous souhaitez maximiser votre référencement. Ou encore, HubSpot va même intégrer, de la même manière que des outils type SEMrush ou autres, si vous les connaissez, des suggestions d'optimisation technique sur vos pages. C'est directement intégré dans le CMS. Donc vous voyez, aujourd'hui, les outils CMS ont bien compris le challenge et vous proposent de plus en plus d'outils sur ces sujets-là. Je vous propose maintenant de conclure ce webinaire sur
j'imagine ou j'espère qu'avec tout ce qu'on vous a dit là, vous vous dites: «Mais waouh, il y a il y a tellement de choses à faire, par quoi je commence? Comment j'avance? Comment je peux techniquement auditer mon site?» Donc là, on vous propose, de vous dire quels sont un peu les outils indispensables. De base, le numéro 1, c'est Google Search Console. Google Search Console, c'est gratuit, c'est accessible, vous pouvez directement l'utiliser et ça va vous donner une foule d'informations sur la qualité de l'indexation, sur les core web vitals, et cetera, de vos contenus. Vous allez avoir un autre outil qui s'appelle PageSpeed Insights, qui est aussi un outil de Google qui va mesurer la performance de votre site. Donc là aussi, c'est très facile à utiliser, il y a plein de recommandations techniques qui apparaissent immédiatement que vous pouvez mettre en œuvre. Ensuite, il y a 2 autres outils qui, pour moi, sont un peu la base. C'est Screaming Frog. Screaming Frog, ça va être un petit robot qui va venir indexer, récupérer toutes les pages visibles côté Google. Et cet outil-là, il va vous donner la possibilité d'identifier quel est votre niveau de profondeur, quelle est la redondance des titres, combien de pages sont indexées, quelles sont les erreurs d'indexation, etc., etc. Et puis l'autre outil qu'on utilise tout le temps, qui va vous donner encore un autre niveau, c'est SEMrush, où là, vous allez pouvoir avoir des audits très avancés et très détaillés sur ces sujets-là. Et pour finir, voilà la checklist de l'audit. Ça reprend un peu tout ce qu'on s'est dit, mais en tout cas, c'est tous les points que vous allez devoir vérifier. 1, le temps de chargement. On en a parlé. Combien de temps mettent vos pages à se charger, mais pas forcément combien de temps se met à charger le premier octet, mais combien de temps se met à charger l'information principale, la totalité de la page. Donc il va vous falloir décomposer un peu cette logique-là. Et surtout, est-ce qu'il y a des pages qui sont plus lentes que d'autres? Parce que si votre page d'accueil et que vous testez que votre page d'accueil s'affiche en moins d'une seconde, c'est très bien, mais que votre résultat de recherche ou que votre page produit met 10 secondes, voilà. Le deuxième sujet qui est clé... Ah, pardon, vous ne voyez pas la checklist. Excusez-moi. Non, j'avance trop vite. Merci, il y en a certains parmi vous qui suivent. Merci. Le sujet, c'est la sécurité du site. Ça, clairement, Google est ultra pénalisant sur ces sujets-là, donc HTTPS bien évidemment, mais effectivement, est-ce qu'il y a des failles? Est-ce que vous avez fait les mises à jour de votre CMS, etc. Le troisième sujet, c'est quel est le niveau de qualité du crawl? Ça, votre meilleur ami là-dessus, c'est Screaming Frog, l'outil que je vous présentais tout au-dessus. C'est est-ce qu'il y a des codes en erreur? Est-ce qu'il y a des pages qui sont orphelines? Quel est le niveau de profondeur de votre site? Est-ce que vos pages importantes sont bien en premier niveau? Est-ce que vous avez un maillage interne qui fonctionne bien? Si vous connaissez le terme de cocon sémantique, le maillage interne, c'est la clé de votre performance en termes de SEO. Et combien y a-t-il de liens internes et comment sont un peu structurés les encres? C'est-à-dire que par exemple, le classique voir ici est à bannir. Il faut toujours intégrer dans une URL un mot-clé. Comment sont optimisés vos gabarits, votre hiérarchie de titres? Est-ce que vous avez optimisé les métas ou pas? Est-ce que vous avez des titres cohérents, hiérarchiques? Comment est-ce que vous gérez les images? Quel format? Quelle indexation? Comment est-ce que vous gérez aussi les PDF pour que Google puisse les indexer? Comment est-ce que vous écrivez les URL? Est-ce que vous avez des contenus dupliqués? Si oui, qu'est-ce que vous faites pour mieux les gérer? Est-ce que vous mettez en place des systèmes de canonical? Est-ce que vous travaillez la réécriture? Comment êtes-vous accessible? On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais l'accessibilité d'un site web, c'est un élément clé pour bien vous faire indexer. Si vous êtes accessible, vous serez indexé, en partant du principe que Google est un robot qui ne voit pas vos visuels, qui ne voit pas vos contenus si vous n'avez pas utilisé un code intelligible. Et enfin, le dernier sujet, comment est-ce que vous gérez vos langues et vos domaines? Est-ce que vous êtes bien localisé, bien configuré? Voilà un peu pour cette conclusion qui résume un peu tous les points qu'on a vus saillants. Si jamais vous êtes intéressé pour en savoir plus ou vous avez des problématiques très ciblées, on serait ravis de pouvoir vous aider pour travailler les audits de l'existant. Alors ça peut être des audits SEO, ça peut être des audits de contenu, ça peut être des audits techniques. On peut vous accompagner pour définir votre stratégie de contenu, pour faire décoller votre SEO. Et puis, on travaille de manière plus globale sur tous les sujets marketing pour travailler des stratégies d'inbound, d'acquisition payante, de contenu, etc., etc. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Un grand merci pour votre participation. Et si vous êtes intéressé pour en savoir plus, il y a un webinaire que je vous conseille le 23 février prochain qui va te parler plus de stratégie de contenu. Aujourd'hui, pour moi, la stratégie de contenu, c'est, la technique, c'est les basiques. Si vous n'êtes pas au top techniquement parlant, ça ne sert à rien d'aller attaquer les autres sommets. Une fois que vous avez une mise à niveau technique correcte, ensuite, la priorité numéro 1, c'est votre stratégie de contenu. Et puis, de manière plus transverse, en mars, des conseils plus globaux si vous êtes dans une problématique de refonte.
Voilà, on est arrivé à la fin de ce webinaire. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions. On va y revenir tout au début. Et n'hésitez pas à en poser, on va les prendre de manière chronologique. Alors, je les énonce de vive. Peut-être Ouais. passer le slide. Ah oui, il faut que je passe le... Ah mince, pardon, décidément. Là, c'était la page de pub, et là, c'était l'annonce des prochains webinaires. Merci, Adam. Alors, il y avait une première question de Thibaut au tout début, qui était une question assez simple, mais éminemment large. Comment faire connaître le site auprès du grand public dès son lancement? J'ai envie de vous dire, appliquez déjà toutes nos bonnes pratiques en termes de SEO technique. Et ensuite, parallèlement, mettez en place une stratégie de contenu. Voilà pour faire une réponse qui soit simple, mais qui derrière est très lourde et longue à mettre en œuvre, j'en suis consciente. On avait une autre question. Alors, une autre question aussi qui est intéressante, qui a été posée par Yannick. Est-ce qu'il faut avoir une agence qui crée le site et qui gère le SEO en plus, ou avoir 2 sociétés différentes? Alors, votre question, elle n'est pas simple. Parce que, d'une part, ça va dépendre de quelle est la qualité de l'agence qui fait votre site. Vous avez effectivement beaucoup d'agences pour qui le SEO n'est pas une spécialité ou un axe qu'elles développent de manière particulière. Donc, si c'est votre agence, clairement, vous avez tout intérêt à avoir une deuxième agence qui va venir fournir des préconisations auprès de votre agence qui fait le site pour optimiser le SEO. Ensuite, ça c'est assez simple à détecter finalement. Ensuite, vous avez plus un enjeu qui est stratégique, qui est d'être jugé parti. Faire du SEO de manière efficace, approfondie, ça demande du boulot, beaucoup de boulot. Et forcément, ceux qui savent, c'est votre agence. Et ce qui est intéressant de faire une approche duale, avec une agence qui fait le site, une agence qui fait le SEO, c'est que vous allez pouvoir venir challenger votre agence qui fait le site, pour lui dire, par exemple, je prends l'exemple des rich snippets ou des structurés de data, votre agence spécialisée en SEO, elle va venir un peu titiller votre agence qui fait le site en disant « Hey, oublie pas les rich snippets, fais-le ». Tandis que vous, si vous avez qu'une seule agence, vous n'aurez pas forcément la compétence pour identifier ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc si vous avez les moyens, de manière globale, ça va vous coûter plus cher, c'est sûr, mais en termes de résultats, c'est peut-être plus intéressant. Adam, je ne sais pas si tu veux rajouter... Non. Non, c'était très bien. Il y a une question de la part d'Olivier qui est comment améliorer les performances mobiles alors que les performances desktop sont bonnes? Ça va se jouer beaucoup sur tout ce qui est format d'image, éviter de charger les mêmes images sur le desktop et le mobile. Et puis pour le reste, il n'y a pas énormément de choses sur lesquelles jouer à ce niveau-là, si ce n'est éventuellement mettre en place, on n'en a pas parlé d'ailleurs aujourd'hui, mais tout ce qui est AMP. Voilà, donc tout ce qui est AMP pour expliquer rapidement, enfin peut-être que Marine, tu l'expliqueras mieux, mais techniquement, c'est faire une version du site calibrée pour le système de Google d'affichage, qui est une sorte de cache global de Google qui va permettre un affichage extrêmement rapide de vos pages. Donc ça peut être une solution qui peut demander quand même un certain investissement. Mais qui va permettre d'apparaître dans les résultats actualité, par exemple, actualité locale, ce genre de choses. Voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur ce sujet, Marine. Non, peut-être juste un point de vigilance sur les pages AMP. On en a fait un grand foin il y a 2-3 ans. Voilà, ça dépend des CMS, ça dépend de l'opportunité. Ça ne justifie pas toujours, selon moi. C'est très valable pour les sites médias. Ailleurs, bon. Ça peut être assez lourd à mettre en place, vraiment, je répète. Ouais. Une question de Laura Lé. Les pages villes, on parlait de duplicate content à ce moment-là, les pages villes peuvent-elles être impactées par le duplicate content si seule la ville varie? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre. Si effectivement seul le nom de la ville varie et que vous avez le même contenu, alors si c'est ça, oui, clairement, vous êtes en duplicate content totalement. Mais je ne sais pas si c'était autre. Laura. Est-ce qu'il faut mettre en place des URL canoniques sur une page sur laquelle on a installé une barre d'accès rapide avec des liens d'ancrage? Le fameux dièse qui permet d'accéder au formulaire de contact en bas de page sans charger une nouvelle page. Alors, les encres ne sont pas prises en compte
par le moteur de recherche. Il ne le considère pas comme une URL à part entière. Il le prend pas en compte. Donc, je pense pas que si on fait des URL canoniques avec des dièses, mais alors là, j'avoue que je pense pas qu'ils le prennent en compte, en réalité. Il y a une question de Léa qui est liée aux rich snippets, qui est: comment fait-on pour changer le contenu Google quand on recherche le site internet? Alors j'imagine, Léa, que vous évoquez le fait que vous avez des descriptifs en dessous du titre et vous vous demandez comment Google l'a pris. Et ça rejoint aussi un sujet des rich snippets qui est les données structurées ne font pas tout. C'est-à-dire que Google génère de lui-même automatiquement les extraits des données enrichies. Voire même, il y a une stat qui est sortie récemment qui est assez intéressante, qui est de dire que 70% des données structurées, enfin bon, des données des extraits enrichis que propose Google sont générés sans données structurées. Et un autre sujet, c'est plus un site est important aux yeux de Google, moins il va changer les données structurées que lui propose le site en question. Bref, tout ça pour vous dire que on le fait en incitant Google, d'une part en proposant des rich snippets qui sont valables, efficaces, etc., qui sont en cohérence avec la page, et d'autre part, en rédigeant le contenu, en identifiant les moments où Google va pouvoir reprendre les éléments. Je prends l'exemple des questions que vous pouvez voir parfois apparaître sur Google. Tout simplement, si vous formulez vos titres sous intertitres de page sous forme de questions, Google va être d'autant plus incité à les reprendre. Mathilde, peut-on utiliser les rich snippets pour un article de blog? Alors attention, on n'utilise pas les rich snippets, c'est Google qui les fait. Donc ça veut dire que si votre article de blog est considéré par Google comme étant pertinent, par exemple, il propose une liste de questions, il propose des listes à puces, etc., Google va le reprendre. Donc j'ai envie de dire, plus vous allez proposer du contenu cohérent, efficace, pertinent, plus vous allez être réutilisé en rich snippet par Google. Après, comme le disait Adam, si vous facilitez la vie de Google avec des données structurées, il y a encore plus de chances. Ouais. Corinne, une question. Quand on est sous WordPress, nous avons plusieurs types de pages, mais il n'y a pas des pages type review ou recettes. Je ne sais pas si tu comprends la question, Adam. Oui, je pense que c'est comment faire en sorte pour... alors, j'ai pas le nom du plugin en tête, mais il en existe plusieurs qui permettent d'associer, de créer des données structurées qui correspondent au contenu que vous voulez faire. De la même manière, sur Drupal, même si on crée un type de contenu qui va s'appeler recette, si on n'active pas et qu'on met pas en place le module qui va bien, on n'aura pas de données structurées de type recette dans ce cas-là. Donc c'est la même chose sur WordPress. Je connais plus le nom des plugins, mais il y en a un certain nombre qui vont vous permettre de qualifier, de choisir le type de données structurées que vous voulez mettre et d'y mettre les données en question. Fabrice, une question. Pouvez-vous donner des noms de plugins pour les données structurées pour des produits? Ça, je crois qu'on en a donné sur la liste qu'Adam avait proposée. Oui, et puis même de toute façon, si on parle de plugins, j'imagine qu'on fait référence à WordPress. Par exemple, si on parle de WooCommerce, qui est la solution e-commerce la plus populaire sur WordPress, par défaut, pour les pages produits, il met en place des données structurées produits. Il y avait une question intéressante de Mitsu sur pourriez-vous, SVP, nous en dire plus sur la profondeur? Alors c'est intéressant parce que mécaniquement, Google va surpondérer les pages qui sont en premier niveau d'accès sur un site. Et si vous mettez des contenus au fin fond de l'arborescence et que potentiellement il n'y a pas les liens et l'arborescence, Google va les sous-pondérer. Donc c'est un point qui est très important, c'est-à-dire que quand vous travaillez un site ou une refonte de site, vous devez vous dire c'est quoi les thématiques principales sur lesquelles mes utilisateurs m'attendent et sur lesquelles je veux être positionné. Et donc ensuite, ça, vous allez les poser en premier niveau. Et un autre sujet qui est important aussi, c'est qu'il vaut mieux travailler plutôt en environnement sémantique et les multiplier à niveau 2 ou 3, plutôt que de travailler sur un système de poupée russe qui va vous faire aller très loin en profondeur d'arborescence. Ça a beaucoup plus d'impact en termes de SEO de travailler sur une arborescence à plat que sur une arborescence en profondeur. Je ne sais pas si Adam... Non, je n'ai pas de choses à ajouter. Alors, Quentin, pour un site suisse, est-ce qu'il est vital de mettre href fr-ch plutôt que fr? Alors en fait, est-ce que vous avez des traductions
autre de votre site. C'est-à-dire, est-ce que votre site est monolingue, monorégion ou pas? Si votre site est monolingue, monorégion, il n'y a pas besoin. Google va le détecter lui-même. En revanche, si vous avez un contenu différent pour la France, pour la Belgique, voire même si vous avez des variantes linguistiques pour l'Angleterre et autres, oui, il faut le mettre. Ensuite, Warren qui pose une question sur sachant que maintenant les formats autres que AVI et WebP sont grandement pénalisés par Google, comment peut-on contourner cette pénalité, sachant que la solution SaaS qu'on utilise n'accède pas à ces formats-là? Pour le coup, ce qui est important, c'est au-delà du format. Évidemment, le format a un impact parce qu'il va permettre d'avoir une compression bien plus grande, mais on peut quand même faire de la compression sur des formats JPEG ou enfin plus classiques, quoi. Du coup, ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment d'utiliser des images à des formats, à des dimensions adaptées et avec le maximum de compression possible en utilisant des outils externes ou avant de les mettre sur votre solution. Alors, il y a un truc qui est vrai sur WebP versus un JPEG, c'est que en fait, tout va dépendre de la finalité de votre image. Est-ce que votre image a une vocation illustrative ou pas? Ou est-ce qu'elle a une vocation à véhiculer du contenu? Si elle a vocation à véhiculer du contenu, clairement privilégiez un JPEG ou un format indexable. En revanche, si elle est illustrative, préférez un WebP parce que ça va vous faire gagner de la performance. Nadine, est-ce que la reprise d'un site FR en .be peut être considérée comme du duplicate content? Oui. Vous avez 2 URL différentes qui proposent le même contenu. Ah, une super question de Natashka. À votre avis, quel est l'impact sur le contenu de site avec l'arrivée de l'IA et métavers dans le futur? Alors, je ne m'intéresserai pas trop au métavers parce que on ne va pas rentrer dans des digressions métaphysiques, mais bon, je ne suis pas sûre de la pertinence de ce modèle-là à moyen terme. En revanche, sur les sujets d'IA, oui, le landerneau digital s'agite depuis décembre autour de ChatGPT, mais ChatGPT n'est que la partie visible de l'iceberg. Clairement, on est dans une reconsolidation, transformation totale. Et le challenge de demain, c'est de se dire, est-ce que Google va continuer dans sa méthode de fonctionnement actuelle qui est je propose une liste de résultats? Est-ce qu'on va être plutôt sur des interfaces conversationnelles pour rechercher? Et puis surtout, comment est-ce que je vais réussir à m'indexer alors que potentiellement l'IA s'auto-nourrit d'IA et que je vais produire des quantités de contenu qui sont produites par l'IA et que je ne saurais pas d'où elles viennent, quelle est leur véracité et autres. Donc ça pose plein de questions éthiques et je pense que je serais bien mal placé de faire une prédiction de boule de cristal sur ces sujets-là. Et je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Bon, il est 12h02, on a duré 1 heure. Un grand merci à tous de votre participation. Et Adam. Oui, merci à tous. Et merci à toi, Marine. Merci à toi, Adam. À bientôt. Au revoir. Au revoir.